Alors, l'objectif de ce cours qui porte sur le mouillage des surfaces microstructurées est d'une part déjà de connaître l'effet d'hétérogénéité de surface sur la mouillabilité, de savoir dans quelle mesure ces hétérogénéités de surface, alors qu'elles peuvent être chimiques ou physiques, une rugosité par exemple, modifient l'angle de contact. Et si elles modifient l'angle de contact, vous vous souvenez, pour ceux qui ont vu les chapitres précédents, que cet angle de contact de la goutte posée nous permet alors c'est une calotte sphérique, hein, je l'ai mal dessiné ici, mais nous permet c'est l'outil, c'est le paramètre expérimental qui va nous permettre de calculer des énergies de surface. Or, on va voir que une hétérogénéité de surface, que ce soit chimique ou physique, modifie cet angle de contact et éventuellement les énergies de surface calculées. Et ça, il se trouve que c'est un paramètre qui est quand même finalement assez peu pris en compte dans les prestations qu'on nous demande quand un industriel souhaite mesurer des énergies de surface. Nous, on met en garde, on dit attention, mais bon, c'est souvent mis sous le tapis. Et enfin, l'idée, c'était au travers d'exemples qu'on trouve dans la nature ou sur des surfaces synthétiques, c'est d'avoir en tête des ordres de grandeur de ces dimensions de texture de surface qui peuvent conduire à une modification notable des angles de contact et donc éventuellement de l'énergie de surface calculée. Alors ce chapitre, je l'ai divisé en trois parties. Une introduction qui porte sur l'ancrage et le séchage de gouttes, une seconde partie qui porte sur, alors j'ai appelé ça les surfaces à contraste chimique, c'est avec des défauts, si vous voulez, chimiques. On reste dans le plan, on reste sur des surfaces planes, mais on imprime sur ces surfaces des contrastes chimiques, des défauts chimiques, présentent une chimie, donc une mouillabilité différente du reste du substrat. Et enfin, le dernier chapitre qui porte sur les surfaces texturées. J'entends par texturées les surfaces rugueuses, avec une rugosité qui peut être, alors ça c'est pareil dans le cas des surfaces à contraste chimique, à l'échelle macroscopique ou microscopique. Et je distingue à chaque fois les deux choses. Et notez quand même que j'ai appelé ce cours microstructuré pour inclure les surfaces à contraste chimique et les surfaces texturées. Donc voilà pour le vocabulaire. Mais j'ai souhaité quand même démarrer ce chapitre par une introduction sur l'ancrage des gouttes. Alors pourquoi l'ancrage de gouttes posées? Parce que précisément, les gouttes qui sont posées sur une surface avec des défauts, qu'ils soient chimiques ou physiques, une rugosité par exemple, se voient ancrées. Sur une surface. Et on verra dans cette petite introduction que lors du séchage, mais cet ancrage il a une conséquence sur la déposition d'objets qui pourraient être dispersés dans le liquide qui sèche. Alors, cette première partie donc sur l'ancrage de gouttes. L'ancrage de gouttes, on peut le voir facilement sur cette vidéo. C'est des vidéos, alors les vidéos que je montre, la plupart on les trouve dans ce bouquin qui contient un bouquin de Pierre-Gilles Degène, Françoise Brochard, David Quéré, qui est un bouquin formidable, extrêmement accessible, et qui contient un DVD avec un usage pédagogique de vidéos qui décrivent des phénomènes de mouillage. Donc parmi ces vidéos, celle-ci, qui montre l'effet de l'ancrage d'une goutte. Vous voyez qu'on a beau incliner la surface, la goutte reste ancrée sur la surface jusqu'à un angle d'inclinaison critique, à partir duquel la goutte va glisser sur la surface. Alors cet ancrage, on peut le voir également sur une goutte posée. Alors là, on est dans une configuration typique d'une goutte que l'on dépose dans une manip de mouillage sur un goniomètre pour mesurer un angle de contact. Et vous voyez que lorsque l'on gonfle la goutte, on augmente son volume, on a une ligne triple qui bouge. Donc la ligne triple, c'est cet endroit-là.
cet endroit-là qui correspond à la jonction entre la vapeur, le liquide et le solide. On appelle ça la ligne triple ou le point triple. Et vous voyez que lors du gonflement de la goutte, au moment où la ligne triple bouge, on peut mesurer un angle dit angle d'avancée. Donc θ A. Et lors de la diminution du volume de la goutte, on mesure un angle de reculé ou retrait de la ligne θR, c'est-à-dire juste à l'instant où la ligne de contact se retire. Et la différence entre cet angle de contact à l'avancée ou la différence entre l'angle de contact à l'avancée et au retrait ou leur cosinus définit ce qu'on appelle l'hystérésis de l'angle de contact. Et cette hystérésis de l'angle de contact, finalement, elle traduit l'ancrage du liquide. C'est une façon de mesurer, de quantifier l'ancrage du liquide sur une surface. On est en train de dire qu'une goutte posée, finalement, elle peut présenter différents angles de contact. On peut mesurer finalement différents angles de contact, et ça déjà, ça nous pose un problème puisque cet angle de contact, nous on l'utilise pour mesurer une énergie de surface. Et on peut se demander légitimement, dans ce cas-là, si on a de l'ancrage, quel angle de contact on choisit entre cet angle de contact à l'avancée et au retrait, puisque typiquement ils sont tous accessibles. Alors dans une manip de détermination de l'énergie de surface par la méthode de la goutte posée, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déposer le plus doucement possible, sans imprimer d'énergie à cette goutte, sans inertie, de sorte à ne pas forcer le mouillage, et uniquement produire, en tout cas révéler des interactions sans forcer le mouillage, sans étaler la goutte, et ainsi être au plus près de ce qu'on appelle une goutte avec un angle de contact à l'équilibre qui est compris entre le θ et le θR. Alors souvent par expérience on sait que cet angle de contact dit à l'équilibre est plus proche du θA que du θR. Alors cet ancrage de goutte, il a des conséquences. Ici une vitre, donc c'est chez moi des vitres qui sont évidemment pas lavées, mais sur lesquelles on voit des traces, des traces qui sont issues du séchage de séchage de gouttes. Alors je fais tout de suite un point, une remarque sur les vitres dont vous avez peut-être entendu parler. Ce sont des vitres qui restent propres, en tout cas qui ne présentent pas de telles traces. Et si, alors ça c'est peut-être un contresens qu'on peut faire, c'est que si ces surfaces restent propres, ce n'est pas parce qu'elles sont, parce que les gouttes ne s'y ancrent pas. Donc là je fais allusion aux surfaces super hydrophobes, on n'a pas d'ancrage de gouttes, mais au contraire parce qu'on a des surfaces qui sont super mouillantes. En l'occurrence, ces choses-là qui sont commercialisées, donc là j'en donne un exemple, ces vitres qui sont commercialisées pour l'industrie du bâtiment sont des vitres qui sont super mouillantes du fait de l'action de particules d'oxyde de titane qui vont par un effet photochimique à la fois détruire des impuretés organiques éventuellement déposées à la surface du verre, mais également augmenter la mouillabilité, créer véritablement un film de liquide sur les surfaces, et non pas des gouttes individuelles, mais un film de liquide qui va par écoulement produire un drainage, un nettoyage de la surface, mais sans formation de gouttes, ce qui produit finalement, en tout cas ce qui maintient la propreté de la surface. Alors bien sûr, nous, on n'en a pas de telle surface dans nos immeubles ou nos appartements. On a des surfaces sur lesquelles sèchent des gouttes et sur lesquelles restent, à l'issue du séchage de la goutte, des traces. Et il se trouve que très récemment,
vous voyez, bon, ça reste récent à notre échelle, hein. Très récemment seulement, ces gens-là, les auteurs de cette étude, ont proposé une explication pour l'origine des traces issues du séchage de gouttes. En l'occurrence, ils ont pris comme modèle des gouttes de café. Hein. Vous avez tous fait l'expérience, enfin vous le voyez, à l'issue du séchage d'une goutte de café, il reste une auréole. Alors c'est exactement l'image qu'on voit là-haut, hein. À l'issue du séchage, on constate que la majorité des particules qui étaient en solution dans la goutte se retrouvent sur le bord de la goutte, ce qui rend d'ailleurs la goutte d'autant plus visible. Et on a beau boire du café depuis des centaines d'années, mettons, ce n'est seulement là, à ce moment-là, qu'on s'est posé la question de savoir d'où vient cette tache singulière à l'issue du séchage d'une goutte de café. Alors, l'explication qui est proposée par les auteurs de ce travail, elle est basée déjà sur la condition que l'on a un ancrage de la goutte. Alors là, le côté de la goutte qui repose sur la surface. Car alors c'est ce qu'ils racontent, hein, c'est ce qu'ils expliquent, qu'ils proposent comme explication, c'est que si on n'avait pas ancrage, on avait redistribution du liquide, donc un détachement de la goutte. Donc ça c'était typiquement le même phénomène qu'on a vu lors du retrait du liquide tout à l'heure pour mesurer l'angle retrait. Si on a retrait de la ligne triple, on a redistribution de liquide dans la goutte. Par contre, si on a un ancrage, on a bien sûr de l'évaporation, mais ce profil-là doit être obtenu, donc on a une diminution de hauteur de la hauteur de la goutte, mais par contre on a une redistribution du liquide vers l'extérieur pour maintenir l'ancrage de la goutte, en tout cas pour maintenir le profil de la goutte au niveau de l'ancrage de la ligne triple. Ce flux-là, il produit finalement l'accumulation de toutes les particules qu'il y avait en solution vers le bord de la goutte. Alors ça, c'est des choses qu'on peut observer assez facilement. J'ai réalisé ici une expérience où on voit à différents instants le séchage d'une goutte qui contient alors c'est des billes de polystyrène, hein, qui font là de mémoire 6 micromètres de diamètre. De mémoire également, ces particules sont dispersées dans de l'éthanol afin d'accélérer l'évaporation. Alors ici on filme le bord de la goutte. Par en haut, on voit d'ailleurs ici les franges de diffraction sur le bord de la goutte qui démontrent qu'on a un mouillage élevé sur cette surface-là, une surface de verre. Et le film est accéléré. Donc vous voyez que les particules, alors certaines qui adhèrent à la surface, mais d'autres finalement qui sont emportées par ce flux qui provient donc de l'évaporation du solvant et qui permet de compenser le profil de la goutte au niveau de l'ancrage de la ligne. Ici, à un autre moment, là c'est un peu rapide, mais vous voyez ici, j'ai arrêté la vidéo, vous voyez que si on a des choses assez disperses, on a une organisation relativement régulière de l'assemblage de ces particules de polystyrène, hein, sous forme de ce qu'on appelle un cristal colloïdal. Alors vous voyez que cette manip là toute simple, elle suggère qu'on peut utiliser ce mécanisme d'évaporation pour organiser des particules. Et ça, effectivement, ça a été utilisé pour organiser comme je l'ai fait là dans cette expérience, des particules micrométriques. D'autres l'ont fait pour organiser des nanoparticules, hein, comme là et là.
Donc tout de suite, hein, après les manies de Hutten, de ces auteurs-là en 97, les gens se sont emparés du phénomène pour réaliser l'organisation plus ou moins contrôlée d'objets, micro-objets, nano-objets, même d'objets biologiques. C'est-à-dire que j'ai commis avec ses collègues un article qui décrit l'organisation de filaments. Donc c'est un biopolymère, ce qu'on appelle l'actine, qu'on trouve dans les cellules. Et nous avons étudié l'organisation de filaments d'actine sur le bord d'une goutte qui a séché, enfin qui séchait, avec différents modes d'organisation. Ici, des modes d'organisation allongés, d'autres plutôt désorganisés en fonction des conditions de confinement qui étaient produits sur le bord de la goutte. Alors, d'autres ont étudié, alors ce séchage de la goutte, bon, ça c'est une petite digression, mais d'autres ont étudié ce séchage de la goutte, par exemple, dans le cas de gouttes de sang. Alors, ce séchage de gouttes de sang, il est utilisé, en tout cas, il a été proposé comme un outil de diagnostic, sous-entendu que les craquelures à l'issue du séchage étaient le signe d'une pathologie. Voilà, donc le séchage de gouttes comme outil de diagnostic. Après, ce séchage, il a été encore étudié et continue d'être étudié. Regardez ici l'année de parution de cet article qui a fait la couverture de Langmuir et qui montre ce résidu de séchage d'une goutte qui était une goutte qui contenait tout simplement du chlorure de magnésium. Et ce que vous voyez là sont des cristaux de chlorure de magnésium formés à l'issue du séchage de la goutte sur une surface qui était une surface, alors là c'était des choses qu'on verra plus tard, des surfaces qui sont superhydrophobes. Voilà. Alors bien sûr l'idée c'était également de contrôler cette organisation en modifiant les conditions de séchage et en particulier en réalisant enfin superposant ce transport de particules à des effets Bénard-Marangoni. Donc là je renvoie au début de mon cours qui décrit ces effets Bénard-Marangoni, donc d'une convection qui est produite par un gradient de température dû à une évaporation. Et de fait, quand on sèche cette goutte-là, on a une évaporation, donc un gradient éventuellement de température qui peut éventuellement redistribuer les particules, comme on peut le voir ici sur cette image-là. Donc avec et sans effet Bénard-Marangoni, image que l'on retrouve dans cette thèse-là. Voilà. Alors, c'est le mécanisme d'évaporation que j'ai proposé là pour cet article de Nature en 97, qui a lancé un peu cette mode-là. Ben le mécanisme, il est toujours discuté, hein. Il y a des gens qui reviennent dessus, qui proposent de nouveaux modèles, toujours en 2016. Et l'évaporation elle-même d'une goutte qui serait ancrée sur une surface est toujours sujet à des discussions, à des modélisations, hein, parce que c'est finalement quelque chose qui est assez complexe pour un phénomène qui, je vous le rappelle, qui est un phénomène qu'on peut observer tous les jours et éventuellement dans de nombreux procédés industriels. Alors, voilà pour ce qui est de l'ancrage de gouttes, l'organisation d'objets dispersés dans le liquide à l'issue du séchage de la goutte. Ancrage qui, je vous le rappelle, est associé à une hétérogénéité chimique ou physique, à une texture.
Et l'origine, enfin la phénoménologie à l'origine de cet ancrage, on va l'aborder maintenant dans le cas des surfaces à contraste chimique, et en particulier donc à contraste chimique, mais en considérant des défauts qui sont microscopiques, donc qui sont petits par rapport à une goutte posée. Alors ces défauts-là, l'action de ces défauts, on peut en proposer une explication avec ce petit schéma. On va considérer, donc ici on se retrouve avec la goutte, hein, la goutte qui dont la ligne triple va se déplacer vers une zone avec une mouillabilité qui est différente. Donc on considère sur cette surface verte un angle de mouillage θ1 qui est inférieur à l'angle de mouillage sur cette surface orange, donc cette surface orange qui pourrait par exemple représenter ce défaut chimique, et un angle de contact plus faible θ1, ça veut dire aussi une mouillabilité plus élevée. C'est-à-dire que le liquide, il va rencontrer ici une zone avec une mouillabilité, une affinité qui est plus faible. Et pour atteindre cette surface-là, et en particulier atteindre l'angle à l'avancée θ2 qui est propre à cette surface, il va falloir au niveau de cette frontière-là pousser, si vous voulez, sur la goutte, produire une pression hydrostatique de sorte à atteindre l'angle de contact critique θ2 qui correspond à l'angle à l'avancée de la goutte. Et ce temps-là, cette énergie nécessaire qu'on doit apporter à la goutte, finalement, il va produire un ancrage. Alors, on peut visualiser ces ancrages, par exemple sur cette vidéo, donc toujours tiré de ce bouquin. On a une surface qui est mouillante ici, donc c'est un défaut qui est imprimé sur la surface. C'est un défaut qui est assez gros et c'est une lame qui sort d'un bain liquide. Et je pense même que c'est une huile silicone parce qu'elle est assez visqueuse, mais l'idée c'est d'avoir sur cette surface-là une zone qui est plus mouillante que l'environnement, la surface environnante. Et lorsqu'on descend la surface, donc vous voyez qu'il y a un ancrage qui produit ici une déformation de la ligne. Alors on va passer sur... Alors ici, lorsqu'on essaye de retirer le liquide, on a une structure sous forme de trompette ici qui se forme et qui s'étire et qui finalement est instable et se rompt pour des raisons d'énergie de surface qu'on a déjà discuté en avant dans ce cours. On passe. Donc là on peut imaginer que l'action de ces défauts provoque finalement un ancrage de la ligne lorsqu'elle se retire de la surface. Donc ça c'est des choses qu'on peut voir ici également avec des défauts qui sont encore plus petits par rapport à la ligne. Et d'ailleurs on peut voir que ces défauts agissent quasiment de façon collective, puisque on va pas rentrer dans les détails, mais la ligne de contact présente on peut appeler une forme d'élasticité, et par exemple ici là sur le milieu, alors je ne peux pas dessiner, mais sur le milieu d'image, on peut avoir l'action d'ancrage collectif qui est produite par plusieurs défauts à la fois, qui agissent comme un seul défaut. Et là on voit bien l'effet d'ancrage de la ligne lorsqu'on retire le liquide de la surface, des choses qui marchent aussi dans l'autre sens lors du mouillage. On voit là véritablement des sauts de la ligne de mouillage avec des ancrages qui provoquent là cette ondulation de la ligne. Alors ces défauts, comme je vous l'ai dit, ils peuvent déformer la surface, l'interface plutôt, la ligne de contact. Et bon, il apparaît dans la littérature des discussions sur le couplage entre défauts qui pourraient agir de façon donc couplée par rapport à une action ici plutôt individuelle.
Alors ces défauts de surface, ils peuvent, par ancrage de la ligne triple, conduire donc à une rétention et à des formes qu'on peut voir ici, dans des formes quasiment de capsules, hein, par déformation de la ligne. Et on imagine bien que lorsqu'on organise ces défauts de façon ordonnée, alors de mémoire, ces défauts-là qu'on voit, c'est des défauts qui sont non mouillants, qui sont produits, je pense, par projection de goudelets d'huile sur une surface qui est mouillante. Lorsqu'on organise cette fois-ci ces défauts de façon régulière, comme par exemple ici, on a des défauts non mouillants, alors ils sont dessinés en gris sur cette surface, mais qui sont répartis selon une symétrie hexagonale. On voit que l'action de ces défauts provoque ce qu'on appelle le facettage de gouttes par ancrage de lignes sur les lignes qui présentent la densité de défauts la plus élevée, c'est-à-dire selon une symétrie hexagonale, qui est celle des défauts déposés sur la surface. Donc voilà ici donc vous vous rappelez qu'on appelle ça pas une goutte, mais une flaque qui présente une symétrie hexagonale, qui est celle des défauts imprimés mais à une échelle micrométrique, de défauts imprimés à une échelle micrométrique sur le substrat. Alors, on a vu ici des défauts qui étaient petits par rapport à la taille de la goutte, de la flaque. On va voir maintenant l'effet de défauts macroscopiques et en tout cas de confinement de gouttes par des lignes, des domaines qui présentent une mouillabilité différente que l'ensemble du substrat. C'est le cas par exemple de cette étude-là, dans lequel les gouttes, alors pour travailler avec des gouttes qui sont plus petites que les défauts, une astuce c'est de provoquer une condensation. Donc on fait apparaître des gouttes sur la surface par condensation, et on voit ici des canaux se former, puisque le contraste chimique sur cette surface est produit par l'impression de lignes non mouillantes sur un substrat mouillant, et on voit effectivement que dans ce cas-là, la condensation produit la formation de canaux liquides, lesquels canaux sont instables, encore une fois pour des raisons énergétiques, avec la formation ici d'une goutte, mais connectée à ce canal. Voilà. Donc la question de l'article ici était de mettre en évidence des instabilités de canaux produits par confinement. Alors instabilité par formation de ces gouttes, ou même par saut de gouttes d'un canot vers l'autre, comme on peut le voir ici, hein, avec ici une grosse goutte qui est connectée à ces trois canaux liquides. Encore une fois ici, donc pour illustrer la question de cette stabilité, la formation de canaux sur des surfaces mouillantes, ou des lignes mouillantes mais courbes, en forme de coin, en forme de L, avec la question de savoir dans quelle mesure il était possible de confiner dans cet espace courbe un canal liquide qui présente finalement, à partir d'un certain volume, vous le voyez là, une instabilité dans le coin. Alors, ces structurations de surface par contraste chimique, la nature s'en est chargée bien avant ces systèmes modèles-là, et notamment dans le cas de ce scarabée-là. C'est un scarabée qu'on trouve dans le désert de Namibie, donc dans des conditions arides, extrêmement arides. Il se trouve que ce scarabée-là a développé une stratégie pour collecter la rosée, donc collecter de l'eau. Et assez récemment, il a été montré que à la surface c'est pas des ailes, ce sont des élytres. À la surface de ces élytres, il se trouve une texture qui est la suivante. Sur la surface de ces élytres, ce scarabée a développé des domaines qui sont
les domaines qui sont mouillants et qui produisent la condensation d'eau par affinité. Et tout ça dans alors c'est des domaines qui font de l'ordre de 100 microns, des domaines plus ou moins circulaires, évidemment irréguliers, dans un contexte qui est hydrophobe, voire super hydrophobe. C'est-à-dire que lors de la condensation, alors en plus ce scarabée-là, il étale il déploie ses élytres avec un certain angle, de sorte que à partir d'une certaine taille de gouttes condensées sur la surface, il peut se produire un glissement de la goutte, alors tout simplement par action de la gravité, par l'action de la gravité qui va faire en sorte que la goutte va glisser. Mais ce glissement-là, il peut être possible que si on a très peu d'affinité avec cette surface-là. Et en tout cas, un contraste chimique qui permet à la fois la condensation par affinité, mais également le détachement et le glissement de la goutte vers ce qui peut être la bouche de ce scarabée. Alors, depuis, il a été montré que ces animaux-là sont capables de moduler leur température de sorte, par diminution de température, de provoquer la condensation et d'améliorer encore ce processus de récupération d'eau. Alors ça, c'est des choses qu'on a regardé également au laboratoire en utilisant ces surfaces-là. Alors ça, ce sont des surfaces, ces images-là sont réalisées par microscope à force atomique, mais en mode friction. Donc pour ceux qui connaissent ou qui ont déjà pratiqué, on a à gauche la déflexion. Alors l'idée, c'est d'avoir un levier qui balaye la pointe, elle est vue d'en haut là, elle balaye la surface comme cela, on frotte la surface et en fonction du contraste chimique, on peut avoir une déflexion du levier, donc dans un sens à l'aller et dans l'autre sens au retour. C'est pourquoi on a entre ces deux images une inversion de la couleur. Mais l'idée, c'est de dire que sur ces domaines circulaires-là, on a imprimé des domaines qui sont hydrophobes. Alors comment on a fait ça? On a imprimé là localement, alors vous voyez l'échelle, hein, c'est à peu près 4 microns ici, et espacé de 4 microns. On a imprimé ces domaines non mouillants par une technique que l'on appelle l'impression par microcontact. Alors, microcontact printing en anglais, pour ceux que ça intéresse. Et l'idée, c'est un peu la manip de comme on taillait une pomme de terre enfant qu'on trempait dans la peinture pour en faire des tampons. Ici, ce qu'on a fait, c'est qu'on a utilisé un moule de silicium creusé par ablation. Et dans ce moule-là, on a moulé un élastomère, un polydiméthylsiloxane qu'on a fait réticuler, et on a récupéré une surface avec des plots qui ont exactement cette géométrie-là. Ok, donc type hexagonal. Dans l'impression par microcontact, l'expérience, la manip, elle consiste à tremper tout cela dans une solution qui contient la molécule à greffer. En l'occurrence, nous, dans de l'éthanol avec des thiols, des alors plus précisément hexadécanthiol, c'est une chaîne de 16 carbones avec un thiol au bout. Pourquoi un thiol au bout? Parce qu'on a greffé le thiol sur de l'or. Hein, vous savez peut-être que ces thiols, ces SH, ils réagissent avec l'or pour se greffer de façon covalente. D'ailleurs, c'est toujours une liaison qui est étudiée, je crois, parce qu'elle est sujette à question. On a une liaison covalente entre ce thiol et l'or, mais qu'à l'endroit où on avait le contact, de sorte à avoir de l'or ici vierge, avec donc relativement mouillant,
avec des domaines hydrophobes. Et la manip, nous, elle a consisté à condenser de l'eau sur ces surfaces-là. Alors là, on a fait des domaines qui étaient plus gros, on avait différents types de tampons, et on a imprimé ici des domaines qui sont non mouillants. Et la question, c'était de savoir dans quelle mesure il était possible de créer des surfaces ici courbes qui entourent, qui contournent les domaines non mouillants, de sorte finalement à créer un réseau continu. Ce qu'on voulait, c'était créer finalement un film d'eau qui était troué à l'endroit où on avait déposé les domaines non mouillants. Alors j'ai un film ici qui montre, alors ça ce sont des domaines la taille de ces domaines, ils font 64 microns, ok, et on voit le début du processus de condensation avec bien sûr l'apparition de petites gouttelettes, les petites gouttelettes qui vont coalescer, et on va voir tout doucement apparaître les domaines non mouillants. Alors bien sûr, comme c'est un processus hétérogène, on a de la condensation sur les domaines non mouillants. C'est pourquoi sur les domaines non mouillants, on peut voir à certains endroits des gouttes. Des gouttes qui sont isolées, loin de ces choses-là, parce qu'on peut avoir des gouttes sur les domaines mouillants qui finalement sont happées. Hop. Si vous regardez par exemple par là, je vais repasser le film, on va voir une goutte qui est finalement happée par le canal adjacent, en tout cas la structure liquide adjacente. On passe le film depuis le début. Voilà, on voit disparaître. Et on voit aussi apparaître des structures plus longues, comme ici par exemple. Et nous, notre question, c'était de savoir si c'était stable. Et vous voyez que non, finalement, on va avoir, pour des raisons énergétiques, la transformation d'un canal en une goutte. Une goutte qui recouvre le domaine hydrophobe, mais pour des raisons énergétiques, il est moins coûteux de transformer, en tout cas de recouvrir le domaine hydrophobe par quelque chose de circulaire, plutôt que de faire quelque chose d'allongé. Je vous repasse le film pour que vous voyez cette transition là dans cette région là. Je crois que ça se passe vers là, voilà, celle-ci là. Celle-ci instable, vous voyez que le canal a finalement s'est transformé en quelque chose d'un peu plus circulaire, en forme de calotte sphérique, malgré le recouvrement d'un domaine hydrophobe. Et finalement, il faut savoir que dans ce travail, on montre que on est capable, en modifiant la mouillabilité de l'or, c'est-à-dire qu'on a fait une absorption complémentaire à l'issue de l'impression par microcontact. Ce domaine d'or là, on l'a fonctionnalisé avec un sulfonate, un thiol avec une fonctionnalité sulfonate totalement mouillante, et qui nous a permis de créer un film d'eau finalement percé à l'endroit des domaines hydrophobes. Alors, nous avons vu le cas de défaut microscopique dans le cas de gradient, dans le cas de surface à contraste chimique. Nous avons vu le cas d'un confinement macroscopique, alors essentiellement dans le cas de manip de condensation. Voyons à présent le cas l'effet d'un gradient, parce que là on a vu des contrastes qu'on a supposés nets entre des domaines non mouillants et mouillants, ou en tout cas moins mouillants que le reste, ou plus mouillants que le reste. Voyons l'effet maintenant d'un gradient de chimie de surface que pourrait reconnaître la goutte. Et pour illustrer cette situation-là, on va considérer ce travail de Thierry Ondarsou, qui fait des choses formidables en termes de mouillabilité. Et dans ce travail, Thierry Ondarsou a considéré une goutte qui présente une affinité avec cette surface de verre, mais laquelle goutte contient des molécules qui vont se greffer à la surface. Okay. Ce greffage va se faire, alors lorsqu'on va déposer la goutte, le greffage va se faire de façon quasiment instantanée, de sorte à créer
les molécules qui vont rendre localement la surface non mouillante, mais qui vont s'absorber de façon hétérogène sur la surface. Mettons ici, par exemple, une densité importante de molécules absorbées, et ici, une densité moindre. Ce qui va se passer, et ça on l'a vu quand on a discuté l'effet Marangoni, ce qui va se passer, c'est que le liquide va fuir les surfaces non mouillantes pour aller vers les surfaces les plus mouillantes. Et ça, c'est une chose qu'on peut voir sur cette expérience-là. Vous voyez, la goutte, c'était une goutte qui file, mais qui contient elle-même, si vous voulez, le moteur, la force de ce déplacement. Donc, je rappelle, le déplacement il est produit par une absorption hétérogène de molécules qui diminue l'affinité entre le liquide et la surface, absorption hétérogène qui produit donc un gradient d'énergie de surface. Donc ici, je représente ici une absorption qui serait plus importante ici que sur le reste de la goutte. Donc instantanément, on n'a pas quelque chose d'homogène, on crée un gradient d'énergie de surface avec une goutte qui se déplace vers les énergies de surface les plus élevées. On voit à nouveau ce déplacement qui est assez impressionnant. Et les flèches là qui apparaissaient à la fin. Donc là, on essaie de faire apparaître par des positions de buée, je crois, le cheminement de la goutte qui est représenté ici par les flèches rouges. Et vous voyez qu'à cet endroit-là, je ne peux pas dessiner dessus sur le fil, mais à cet endroit-là, on a un rebond de la goutte. Un rebond de la goutte, pourquoi? Parce que lorsque la goutte circule sur cette surface de verre, elle modifie l'énergie de surface, elle diminue l'affinité, elle diminue son affinité avec la surface, et lorsqu'elle retrouve un endroit où elle a été posée, ben elle retrouve une surface qui est moins mouillante que le reste de la surface, ce qui provoque le rebond. Je vais montrer ce rebond à nouveau. Voilà. Alors ces gradients-là d'énergie de surface peuvent être produits sur la surface directement. C'est-à-dire que dans le cas précédent, c'était la goutte elle-même qui produisait le gradient de surface. Et certains ont proposé de créer des gradients d'énergie de surface qui, associés à un confinement, pouvaient provoquer le déplacement de gouttes ou de liquide. C'est des choses qu'on voit ici représentées sur ces photographies. Donc je parle de cet article ici. Donc vous voyez que lorsqu'un liquide est déposé au centre de cette sorte de fleur-là, on a par effet, alors c'est un effet géométrique de confinement, mais également de gradient d'énergie de surface. Donc vous voyez que ces canaux s'élargissent et du centre vers l'extérieur, et cet élargissement participe également au drainage de liquide. Lorsqu'une goutte est déposée au centre de cette structure, le liquide est drainé du centre vers l'extérieur. Alors il est associé à cet article une vidéo que je peux vous montrer là. Donc on voit ici le drainage de liquide sur cette surface. Avec cette fois-ci la vidéo des photos que j'ai mis à droite. Donc là, tout ce qui est transport de liquide dans des dimensions micrométriques, on appelle cela la microfluidique. Et dans ce cas précis,
puisqu'il n'y a pas de canaux, il n'y a pas de texture, hein, on est juste sur de la chimie ou du contraste chimique, un gradient chimique. On appelle ça de la microfluidique en milieu ouvert. Vous voyez que cette structure de surface là, ce gradient chimique, est à même de pomper, si on peut appeler ça pomper, ou en tout cas de déplacer du liquide, là sur une hauteur de 1 cm, donc contre la gravité, hein, de sorte à créer un réservoir par là-haut. Voilà. On voit le réservoir qui se remplit. Et c'était un film à vitesse réelle. Alors, nous avons vu l'influence d'un contraste chimique sur le mouillage, sur la morphologie d'une goutte, sur la dynamique d'une goutte, sur le comportement d'une goutte posée. Passons à présent à l'effet d'une texture de surface. Donc, on passe là plutôt sur des aspects de rugosité. Et encore une fois, j'ai divisé ce chapitre en deux, en considérant dans un premier temps des aspects macroscopiques et dans un second temps des aspects microscopiques, enfin, des textures microscopiques par rapport à la taille d'une goutte posée. Alors, du point de vue macroscopique, on parle de nouveau ici de Thierry Darsoux. On peut cette fois-ci discuter l'effet d'un défaut macroscopique par rapport à la goutte sur son ancrage. En l'occurrence, on va considérer une marche ici, mais une marche qui a la même mouillabilité. J'ai changé la couleur, mais la mouillabilité est la même, c'est-à-dire que l'angle à l'avancée est le même, θ ici et là. Le changement de couleur indique le changement de pente. Alors on va se mettre dans la même situation que précédemment. On va considérer que cette ligne elle avance et va atteindre ce défaut physique ici. Pour que la ligne continue à avancer, il faut atteindre l'angle à l'avancée θ1 projeté sur cette pente là, c'est-à-dire ici. C'est-à-dire que lorsque le θ arrive par là, alors voilà, la pente projetée elle est là, lorsque θ1 arrive par là, il faut encore une fois que je pousse sur que je pousse le liquide, que je pousse sur la ligne triple, de sorte à atteindre l'angle de contact à l'avancée, qui est l'angle de contact θ1 ici. Et encore une fois, cette pression nécessaire, cette énergie nécessaire pour continuer à faire avancer la ligne équivaut finalement à un ancrage. Alors là, on était dans le cas d'un défaut descendant, et dans le cas d'un défaut ascendant, on a la situation suivante. Donc on a toujours la ligne donc c'est la même chimie, le même angle de contact à l'avancée sur les deux surfaces. Cette fois-ci, lorsqu'on atteint ici le coin, on voit que l'angle de contact qui correspond à cette pente et qui est projeté ici est immédiatement atteint. Vous voyez qu'il est même supérieur. Ce θ1 là, quand je passe de cette pente à cette pente là, ce θ1 là est immédiatement atteint. Le θ1 de cette pente là est immédiatement atteint, voire même dépassé. De sorte que finalement, dans ce cas-là, il n'y a pas besoin de pousser sur la goutte, on atteint directement l'angle de mouillage à l'avancée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que finalement, une goutte pourrait éventuellement franchir une marche ascendante, mais plus la redescendre. Et ça, encore une fois, c'est ce qu'a montré Thierry Darsoux dans une manip dans laquelle
finalement la goutte qui était filante là que je vous ai montré précédemment sur le verre, donc avec un effet de gradient qui était induit par la goutte elle-même, eh ben, on reprend ce type de goutte filante et on va la positionner sur des marches. Voilà. Donc on a en fait des marches qui sont produites par la superposition de lames de verre. Et cette goutte filante, elle est posée ici sur cette surface-là. Donc elle va se déplacer elle-même, hein, par modification des énergies de surface, en tout cas production d'un gradient de tension de surface à l'interface liquide-solide. Et elle va rencontrer une marche ici ascendante. Et d'après le petit calcul qu'on a fait, enfin le phénomène, en tout cas l'approche théorique qu'on a eue précédemment, on s'attend à ce que la goutte monte les marches. Voilà, ce qui est bien le cas. Mais par contre, vous voyez que cette goutte ne descend plus les marches. Alors là, on était dans des aspects dynamiques. Du point de vue statique, les gens se sont également intéressés à des configurations de gouttes posées dans des surfaces texturées, des textures grandes par rapport à la goutte, comme par exemple dans ces gouttes posées sur ces textures-là. Donc vous voyez, on prend l'exemple d'une tasse à café. Encore le café, tasse en plastique de distributeur qui a servi vraisemblablement à la genèse de cette idée. Ça, j'ai sous-entendu que c'est au pause café que surgissent les meilleures idées. Et cette photo-là est vraiment tirée de l'article de ce journal, qui est un journal sérieux, hein. Mais pour illustrer cette configuration de gouttes qui serait posée sur une texture grande par rapport à la goutte. Et dans cet article-là, les auteurs étudiaient différentes formes de gouttes en fonction de la morphologie, de la texture, de la mouillabilité. Voilà. Avec une approche théorique ici, quoi. D'autres, alors ça c'est des choses quand même beaucoup plus récentes, hein, 2012. D'autres ont proposé que la combinaison de la chimie et d'une texture de surface, d'une rugosité, d'une morphologie de surface, pouvait produire le déplacement de la goutte. Donc ça a été montré dans cette manip là où des gouttes étaient pompées d'un endroit à l'autre par rapport grâce à un gradient d'énergie de surface. Certains ont proposé que cette stratégie a été développée depuis bien longtemps donc par des plantes pour la récupération d'eau, en l'occurrence ce cactus là. Donc c'est un article assez récent qui propose donc que la texturation d'épines finalement, mais couplé aussi, il y a un effet chimique, de gradient chimique, couplé à une chimie, produit la condensation d'une part, mais également le déplacement de gouttes d'eau, de sorte à collecter de l'eau de rosée pour la croissance de la plante. Et on voit ici, sur cette séquence-là, on voit la condensation de gouttes qui finalement file sous l'effet de la texture et de la chimie de surface, de sorte à croître et finalement s'accumuler sur la plante. Alors,
toujours très récemment. D'autres ont montré, alors aussi dans le cas de ces cactus-là, pourquoi? Parce que c'est des plantes qui, qui grandissent, qui existent, qui, qui existent dans des conditions extrêmes, sèches, donc qui ont développé des stratégies pour recueillir l'eau. Et dans ce cas-là, les auteurs de cette étude proposent que c'est la présence de capillaires sur les épines qui produit le drainage. Et là, je vous renvoie au début de mon cours sur la capillarité, et dans laquelle on montrait que le liquide était pompé d'autant plus haut que le rayon du capillaire était faible. Là, c'est un peu un principe qui est similaire, qui est proposé ici, c'est que il a été observé que à la surface de ces épines, il y avait la présence de capillaires, si vous voulez, mais des capillaires dont le rayon diminue. Et les auteurs proposent que c'est cette diminution de rayon qui provoque le drainage de liquide de l'extrémité de la pointe vers finalement la plante, pour produire la collecte d'eau.